Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être là malgré la pluie pour cette 4e séance de notre série Les Jeux au Collège de France. Après avoir parlé d'histoire, histoire de l'immigration, des migrations liées au sport, histoire de la notoriété des sportifs, histoire de l'histoire du sport, c'était la dernière séance, la semaine dernière, nous allons ce soir changer de registre en nous intéressant aux évolutions de la biologie des performances sportives. Car les outils et les études dans ce domaine se sont multipliés ces dernières décennies et permettent de singulariser, par exemple aujourd'hui, la préparation qui précède les épreuves sportives, mais aussi la récupération qui les suit pour les sportives et pour les sportifs d'aujourd'hui. L'échéance des JO de Paris, d'ailleurs, qui a été la raison de cette série de tables rondes et de discussions ici au Collège de France, l'échéance des JO de Paris a d'ailleurs mobilisé chercheuses et chercheurs dans ce domaine, rendant beaucoup plus fines peut-être aujourd'hui qu'il y a quelques années encore les connaissances sur la performance. Nous sommes en compagnie de Sonia Garel, qui va m'accompagner comme intervieweuse ou comme co-intervieweuse de la deuxième invitée de ce soir. Sonia Garel, vous la connaissez, elle est professeure au Collège de France et titulaire de la chaire Neurobiologie et Immunité. À côté de moi, de ce côté-ci, Claire Thomas-Junius, bonsoir. Enchantée, bonsoir. Vous êtes professeure à l'université d'Évry-Paris-Saclay et vous êtes directrice du laboratoire de biologie de l'exercice pour la performance et la santé. Je pense que les deux termes performance et santé vont ensemble. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi de nommer votre laboratoire ainsi. Alors, est-ce que justement cette question de l'évolution des techniques de connaissance du corps est une question importante pour comprendre où vous en êtes aujourd'hui dans les recherches sur la performance sportive et d'où vous êtes parti d'une certaine manière. Vous avez été vous-même sportive de haut niveau et vous avez ensuite gravi les échelons de la recherche pour pouvoir monter ces structures dans lesquelles vous êtes pour l'instant. Est-ce que, entre le moment où vous exerciez et aujourd'hui, vous avez vu une grande évolution justement de la connaissance du corps, de la connaissance des performances sportives? Alors, avant de parler, c'est la première fois que j'entends le mot corps et qu'on parle toujours, nous, de sujet dans sa globalité, la tête et les jambes. Donc c'est vrai, ce matin, quand on a commencé à discuter, de parler du mot corps, on en a parlé avec Sonia tout à l'heure, on était surprise puisque le mouvement dépend du cerveau. C'est le cerveau qui va déclencher la contraction musculaire, le geste sportif. Donc on a vraiment la tête et les jambes et le corps ensemble. Voilà, il faut préciser aussi qu'on est dans une séquence ici au Collège de France où il y a beaucoup d'historiennes et d'historiens. Et la grande découverte, ou une des grandes découvertes de l'histoire récemment de la recherche historiographique, c'est la question de l'histoire du corps. C'est-à-dire que cette histoire du corps a pris beaucoup de place parce qu'elle permet d'évoquer à la fois les structures sociales qui permettent au corps de s'exprimer à l'intérieur de ces structures sociales, mais également toutes les activités humaines, et que cette question de l'histoire du corps est devenue non pas prépondérante, mais très importante dans la recherche actuelle. Et donc je parle un peu comme un historien, et je m'en excuse auprès des gens qui ne le sont pas. Alors, c'est qu'on voilà, complémentaire, en tout cas nous, cette approche, on l'a vraiment sur la globalité de l'organisme, donc sur les réponses à l'exercice, comment optimiser le geste sportif. Et donc vous évoquiez que ça fait une trentaine d'années que maintenant je baigne dans le monde du sport et de la récupération et qu'il y a eu des évolutions tout à fait en termes de technologie. On a commencé dans les années 60, on mesurait la consommation d'oxygène avec de la tubulure et des masques et on mesurait ensuite les échanges gazeux. On courait sur tapis roulant ou sur des vieux vélos. Maintenant, on est capable, avec des outils miniaturisés, d'être en situation dite écologique. Donc, on a des appareils portatifs depuis une vingtaine d'années qui nous permettent d'aller sur le terrain, de reproduire les compétitions, les variations de rythme en compétition. On a également des différents outils qui nous permettent non pas juste d'avoir une goutte de sang et d'étudier des paramètres tels que la lactatémie qui sont connus, donc l'acide lactique qui sont connus depuis une trentaine, quarantaine d'années, mais d'aller beaucoup plus loin en termes de prélèvements salivaires, de micro-ARN. Vous avez entendu parler des ARN messagers lors du Covid. Maintenant, on a des biomarqueurs qui sont extrêmement puissants et qui nous permettent à la fois de calibrer l'entraînement, mais aussi d'avancer en termes de recherche fondamentale et d'avoir des applications des sciences du sport dans le domaine sociétal. Et cela vient, disons, de quel côté? Comment cette recherche est-elle mue? Elle est mue par des volontés de chercheuses et de chercheurs, j'imagine, mais elle est mue aussi
par des institutions, j'imagine des institutions sportives, mais aussi votre laboratoire est financé en partie par le ministère de la Défense, qui ont intérêt à essayer de comprendre la position, alors moi je vais encore utiliser le terme de corps, la position des corps dans des moments extrêmes, pourrait-on dire, de fatigue ou d'épuisement, et que tout cela permet justement d'avancer ensemble entre chercheurs et institutions. Alors, il y a vraiment tout un dialogue. Donc, vous évoquiez le ministère des Armées, on travaille nous aussi sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, donc on a une feuille de route de l'université. Et c'est aussi tout un dialogue avec les fédérations sportives, parce qu'on ne peut pas se passer des acteurs du sport pour pouvoir travailler sur les problématiques d'entraînement. Un exemple, on a travaillé avec la Fédération française de cyclisme il y a quelques années avec les meilleurs mondiaux sur la compréhension des effets des séances d'entraînement, alors sur le corps, sur les réponses des athlètes à des séances d'entraînement soit à haute intensité, à allure constante, ou bien de comprendre ce qui se passait sur des séances d'entraînement avec des allures variables. Donc là, on était à une échelle, on va dire, on ne peut pas être très invasive, on ne peut pas aller très très loin sur des athlètes de haut niveau, on ne peut pas faire de biopsie musculaire, on ne peut pas aller, on peut pas les déranger entre guillemets pour mieux comprendre la recherche fondamentale. Et ça a été un projet qui a été fait dans la continuité de la séance de l'athlète de haut niveau, sur le terrain, sur les cyclismes des équipes de France qui préparaient les équipes de France, et on est allé ensuite jusqu'à des travaux beaucoup plus fondamentaux, en collaboration avec des équipes internationales, et notamment l'équipe de Victoria University à Melbourne, pour travailler sur la compréhension, cette fois au niveau cellulaire, moléculaire, des réponses des séances d'entraînement. Donc on a vraiment une approche, j'allais dire, du terrain, du sport de haut niveau, jusqu'à des compréhensions cellulaires, moléculaires, in fine, à partir de biopsies musculaires, et ce qu'on ne peut pas faire chez les athlètes de haut niveau. Sonia Garel, comme co-intervieweuse. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Claire. Donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Je ne suis ni ancienne sportive de haut niveau, ni spécialiste, pourtant, ni spécialiste de la biologie du sport. Donc moi, je suis chercheur, je fais un travail assez fondamental. Je travaille sur le cerveau, l'interaction avec le système immunitaire. Mais je suis particulièrement intéressée et admirative des travaux qui sont faits dans le contexte de la biologie de la performance sportive, parce que je pense que c'est un domaine qui s'est énormément développé ces dernières années, comme il a été dit, en utilisant des technologies nouvelles, tout ce qui est de l'ordre de la génétique, des approches qu'on appelle omiques, c'est-à-dire que maintenant on peut aller très facilement séquencer le génome de tout un tas d'athlètes, mais d'individus, de patients, etc. On peut regarder l'ensemble des métabolites, c'est-à-dire des composés qui sont présents dans le sang, qui vont arriver en réponse à un effort, à une activité sportive, etc., de manière globale. On peut aller regarder ça chez l'homme. On peut ensuite aller émettre des hypothèses, revenir sur des modèles expérimentaux chez l'animal et tester là les liens de causalité, donc pas uniquement rester dans la corrélation, mais dépasser ça. Et vous disiez la performance sportive, donc ça pour moi c'est passionnant, mais dans le contexte des JO, moi je rêverais d'être une athlète. J'ai une grande admiration, mais quelque part aussi par rapport à une approche de biologiste, c'est aussi une manière de regarder les organismes dans des conditions un petit peu extrêmes, de perturber des équilibres naturels qui sont fondamentaux pour la physiologie, alors je vais dire de nos organismes, pour ne pas rester sur l'idée de nos organismes, et qui, au-delà de ce que, et c'est fondamental, apporte pour la compréhension de la performance sportive dans des contextes d'athlètes, dans des contextes de la pratique du sport, de personnaliser la pratique du sport, nous apprennent énormément de choses sur la physiologie, sur aussi l'implication ou le rôle, par exemple, de certaines pratiques sportives dans des contextes, comme Claire le disait, de pathologie, de thérapie appliquée, donc de revenir sur des choses personnalisées, individualisées, dans un accompagnement de la santé, et que finalement, cette nouvelle approche, on va dire,
très rigoureuse sur un plan scientifique qui a émergé grâce à des gens comme Claire, permet vraiment finalement d'établir des bases scientifiques sur des pratiques, des croyances, de dégommer des idées reçues, de faire avancer vraiment la science, le savoir scientifique dans le contexte de la physiologie de manière beaucoup plus large. Donc je pense que c'est une thématique qui est très riche parce que il y a le sport, le métabolisme, qu'est-ce qui se passe dans les organismes, comment on peut utiliser ça dans la pratique sportive, comment on peut essayer d'utiliser ça pour comprendre mieux la physiologie, comment on peut utiliser ça pour faire de la prévention thérapeutique ou de la santé, et puis également essayer ensuite de faire, on va dire, un pare-feu à tout voilà, moi quand je fais des abdos, je trouve que c'est beaucoup mieux de boire du thé avant, mais ça c'est pas de la science. Alors justement, arrêtons-nous un peu sur cet aspect, justement, Claire Thomas-Junius, en particulier sur ces idées reçues. C'est-à-dire que quand on a été sportif comme vous, j'imagine qu'on a un entraîneur qui vous dit il ne faut pas faire plus de temps de pompe, par exemple, ou de temps d'exercice physique avant l'exercice, avant l'épreuve, il faut récupérer de telle et telle manière. Quelles sont les idées reçues que vous avez dû, avec votre laboratoire, sinon combattre, en tout cas tenter de mettre à distance pour pouvoir véritablement avoir une approche, comme le dit Sonia Garel, scientifique de ces questions qui sont souvent des idées reçues qui sont transmises de génération en génération d'entraîneurs ou de génération en génération de sportifs et de sportives. Alors j'avais la chance d'avoir un entraîneur qui était très curieux et bon, qui lisait beaucoup. Mais je pense que si j'interroge la salle et que je demande quel est l'impact de l'acide lactique, ouais. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire c'est un déchet, ça génère des crampes. Je suis sûre que vous avez cette idée-là. Et en fait, oui, non, je ne sais pas. L'acide lactique, en fait, ça a été montré que c'était produit, donc certes dans les exercices de haute intensité. Oui. Et donc là, voilà, ok, donc on génère de l'acide lactique, effectivement, mais dans les exercices de haute intensité, on stimule les fibres rapides. Donc c'est normal qu'on produise, voilà, pour produire de l'énergie, indirectement, on va produire de l'acide lactique puisqu'on va utiliser les sucres. Et puis cet acide lactique, en fait, depuis 30 ans, il a été démontré qu'il pouvait être utilisé par les fibres lentes et être un substrat énergétique. Donc on est passé d'une conception d'un déchet, ça génère des crampes, à au contraire un substrat. Ça veut dire que quand le muscle a le choix entre utiliser du glucose ou utiliser de l'acide lactique qui circule dans le sang, et ben, grâce à des travaux sur de la radioactivité et des molécules marquées, on a pu mettre en évidence que le muscle préférait capter de l'acide lactique. Et donc, ça permettait de limiter une hypoglycémie. Donc, vous voyez derrière vraiment un rôle de substrat et un rôle bénéfique de cet acide lactique qu'on a toujours considéré comme un poison. Donc, comme un poison pour... Et en même temps, quand vous libérez de l'acide lactique entre le muscle et le sang, vous allez transporter des protons. Les protons, c'est ce qui acidifie le compartiment musculaire et qui peut être générateur de fatigue. Et donc, quand vous produisez de l'acide lactique, en faisant sortir cet acide lactique dans le sang, vous contrecarrez l'acidose, donc l'acidité du muscle, qui est donc un contributeur de fatigue. Et si je vais un peu plus loin, depuis ces dernières années, depuis une dizaine d'années maintenant, on a démontré, donc vous voyez ce rôle bénéfique à l'exercice de l'acide lactique qui était considéré comme un poison, mais maintenant considéré comme un stimulateur des adaptations à l'entraînement. Et depuis une dizaine, quinzaine d'années, on montre que ça peut stimuler les capacités d'endurance. Donc ça, voilà, on voit que l'acide lactique, en plus d'être un substrat pour les fibres lentes, peut aussi stimuler les capacités d'endurance au niveau musculaire. Donc encore une autre conception qui est démontrée. Et puis depuis 3-4 ans. Ah oui, c'est très récent. Voilà, très récent. Et on a un travail de thèse qui a démarré au mois d'octobre cette année, avec un de nos étudiants qui est sorti donc, du master de notre université, qui travaille sur l'impact de l'acide lactique, cette fois non pas au niveau de capacité d'endurance, mais également sur la communication entre le muscle, le tissu adipeux, le foie. Donc vraiment un rôle aussi de communication inter-organes. Donc on parlait voilà, des effets sur le corps, mais aussi sur l'organisme. On n'est pas uniquement à l'échelle du muscle, mais on est à une échelle beaucoup plus globale de communication et de régulation entre les organes. Et encore des travaux qui sont allés maintenant vraiment à l'échelle encore de modèles expérimentaux, c'est aussi que l'acide lactique pourrait avoir un rôle sur la contraction musculaire et sur la régulation de la masse musculaire, donc sur des voies de signalisation, donc d'activer le contrôle de la masse musculaire.
Et donc ça peut également avoir un intérêt quand vous avez une blessure musculaire, parce que finalement, il peut y avoir là encore des régulations qu'on n'imaginait pas encore il y a 2-3 ans. Donc les travaux vraiment sont très récents et la science évolue en ce sens. Est-ce que ces travaux sont des travaux qui sont internationaux? Est-ce que ce sont des travaux qui sont liés à certains types de laboratoires comme le vôtre à Évry-Saclay? Et comment justement s'organise d'une certaine manière cette recherche internationale autour de la question de la biologie de la performance sportive? Alors chaque laboratoire a sa spécialité de thématique. Après on travaille grâce à des plateformes. On a une plateforme qui est accessible à tous qui s'appelle PubMed, publication médicale, donc PubMed, et qui permet vraiment de voir les travaux internationaux des autres équipes. On a des congrès aussi internationaux qui permettent de rencontrer les autres chercheurs et ensuite de créer des connexions, comme je vous le disais, avec l'Australie, avec différentes équipes internationales qui vont travailler sur des sujets peut-être un tout petit peu différents, mais dont la rencontre va faire qu'on va mettre ensemble toutes nos forces pour mutualiser nos compétences. Sonia Garel, vous vouliez réagir ou rajouter une autre question à ce que disait Claire Thomas-Junius? Non, moi je me demandais justement par rapport, parce que performance sportive en fonction des sports, c'est pas la même chose. Et je me demandais justement, est-ce qu'il y avait des réseaux internationaux ou nationaux dédiés plus, est-ce qu'on regroupe les sports d'endurance, ou est-ce que c'est vraiment sport par sport? C'est pas sport par sport, ça va plutôt être thématique par thématique. C'est-à-dire que nous, notre laboratoire est spécialisé en biologie de la performance, l'exercice pour la performance et la santé, donc on a cette approche-là avec différentes thématiques. Après, vous allez avoir des laboratoires qui vont être plutôt spécialisés en biomécanique, d'autres en physiologie, en psychologie du sport, donc on va avoir différentes approches puisque la performance est multifactorielle. Et donc c'est vraiment d'avoir cette approche après intégrée qu'on va pouvoir retranscrire en fonction du sport et de la performance demandée. Donc, par exemple, sur le rugby, sur l'athlétisme, on va avoir différentes compréhensions du sport, mieux comprendre pour mieux entraîner avec les différents facteurs. C'est comme ça qu'on va se regrouper. Alors, vous avez par exemple effectivement une spécialisation dans votre laboratoire sur le rugby à 7. Oui. Voilà une discipline nouvelle arrivée dans les Jeux Olympiques, je crois c'est en 2016 pour la première fois. Donc le rugby à 7 n'existait pas aux Jeux Olympiques, il existe désormais. Il va être évidemment très présent parce qu'on aura Antoine Dupont qui sera sur le terrain, donc tout le monde va supporter Antoine Dupont en France. Les JO 2024, et d'ailleurs il a fait ce choix d'être dans cette équipe de rugby à 7 parce que j'imagine qu'il avait l'intention de remporter des médailles avec l'équipe française de rugby à 7. En quoi la performance de rugby à 7 est-elle différente de la performance de l'athlétisme? Et dans l'athlétisme, le 400 mètres, le 800 mètres ou le 100 mètres par exemple? Tout à fait. Le rugby, c'est un sport, ce qu'on appelle intermittent, c'est-à-dire qu'on a des phases de course, des phases de récupération, entre guillemets, et puis aussi des phases de combat. La différence d'un 100 mètres ou d'un 400 mètres ou d'un 800 mètres qui va être une épreuve continue. Donc chaque spécialité, chaque sport a sa demande énergétique, a ses contraintes spécifiques, et donc en fonction, on va adapter les connaissances sur le sport donné pour améliorer la performance. En ce qui concerne le rugby à 7, c'est là où la Fédération française de rugby est quand même très très précurseur parce que depuis 2009, où j'ai participé aux premières réunions, ils ont monté une cellule recherche. Donc à la tête Julien Pichon, avec qui je travaille même depuis, on était étudiants ensemble, donc il y a 25 ans, et il a monté ce qu'on appelle des thèses chiffres. C'est des thèses qui sont subventionnées par l'Agence nationale de la recherche et technologie, la NRT, et donc ça permet vraiment de mêler le monde du sport avec le monde de la recherche. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et quand il y a eu cet appel des Jeux Olympiques pour Rio pour le rugby à 7, et donc en 2012, on a démarré un travail de thèse pour mieux comprendre les exigences physiques du rugby à 7, caractériser l'activité du rugby à 7. On est allé en tournoi international européen avec l'équipe de France, on les a accompagnés, on les avait équipés de GPS, on les avait équipés de cardiofréquencemètres, et dès qu'ils sortaient du terrain, ils avaient 3 minutes pour venir se dépêcher de nous retrouver dans les vestiaires et on leur faisait des prélèvements sanguins pour caractériser l'activité physique. Donc ça nous a permis de comprendre quel était le nombre d'accélérations, quelles étaient les vitesses, quelles étaient les intensités en match et quelle était la demande énergétique pour après travailler avec les entraîneurs et les préparateurs physiques. Donc mieux comprendre l'activité pour mieux l'entraîner. Alors on comprend bien effectivement la spécificité du rugby à 7, mais on a peut-être moins de compréhension, en tout cas pour les profanes que nous sommes, entre le 400 mètres et le 800 mètres, parce qu'on se dit tout compte fait, oui c'est certes le double de la durée sur la piste, mais néanmoins
on se dit c'est assez proche comme distance. En quoi, par exemple, peut-on faire une différence entre un 400 mètres et un 800 mètres? La durée. Ouais. La durée, donc plus l'effort va durer, plus on va solliciter donc la filière énergétique, les différentes filières énergétiques, et on va avoir, plus l'exercice va être intense et long, plus on va avoir une contribution dite aérobie. Aérobie, ça veut dire qu'il consomme de l'oxygène. On disait toujours, attention, le métabolisme aérobie, il faut 3 minutes pour l'activer. Ça aussi, c'est une fausse conception, parce que vous allez courir après le bus, aussitôt votre fréquence cardiaque va augmenter, et donc votre transport de l'oxygène va augmenter. Donc si vous augmentez votre transport de l'oxygène, aussitôt, vous allez utiliser l'oxygène par les muscles. Donc la différence entre le 400 mètres et le 800 mètres va être cette part aérobie, cette part du système qui utilise l'oxygène pour fournir de l'énergie. Sur 400 mètres, là encore, grâce au progrès de la recherche et à des outils miniaturisés, on a pu reproduire ce qui se passait en compétition, équiper les athlètes et vraiment leur faire courir un 400 mètres. On a mesuré les temps de passage à chacun des 100 mètres. Et puis, un 400 mètres, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé, c'est un départ rapide et après, l'athlète doit essayer de résister contre la baisse de vitesse. Obligatoirement, il va terminer complètement épuisé. Il sera incapable d'accélérer dans la dernière ligne droite. Et donc, avec mes collègues de l'INSEP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reproduit ensuite les séquences de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres à l'allure du 400 mètres pour essayer de comprendre métaboliquement et physiologiquement ce qu'il se passait dans ces différents tronçons de la course et notamment dans le dernier 100 mètres où là, les athlètes, en fait, quand vous en voyez un qui double l'autre, en fait, c'est que l'autre est en train de plus ralentir que celui qui double. Ce n'est pas du tout une accélération. Donc, c'est vraiment, nous, après, ce qu'on a travaillé là-dessus, c'est qu'on a exactement mis en évidence, où là, on disait que le système aérobie, il fallait donc 3 minutes pour l'activer. Un 400 mètres, ça dure beaucoup moins que 3 minutes. Et on a mis qu'à peu près qu'en 250-300 mètres, on était même capable d'atteindre les capacités maximales de la consommation d'oxygène sur ce type d'épreuve. Sonia Garel, vous vouliez ajouter? Mais peut-être justement par rapport à ça, est-ce que vous pouviez un tout petit peu repréciser justement ces phases de métabolisme, donc d'utilisation, de consommation énergétique dans des phases sportives entre la consommation d'oxygène, les différentes étapes de consommation d'énergie, notamment par les muscles. Tout à fait. Donc on a ce qu'on appelle un transport de l'oxygène. Donc vous allez voir, quand vous démarrez un exercice, vous avez une inspiration, expiration, vous augmentez votre débit ventilatoire pour transporter de l'oxygène, de l'air ambiant vers les poumons. Arrivé aux poumons, l'oxygène va se fixer sur l'hémoglobine des globules rouges. Donc vous avez le sang qui passe au niveau des poumons et qui va se charger en oxygène. Et à ce moment-là, ce sang très riche en oxygène va se diriger vers le cœur. Et le cœur, là au repos, vous voyez, c'est comme si vous aviez un petit ruisseau, mais à l'exercice, ça va devenir une rivière, voire un torrent. Vous allez augmenter le débit cardiaque. Et l'augmentation de ce débit cardiaque va permettre d'expulser le sang riche en oxygène, notamment vers les muscles actifs, qui sont demandeurs d'oxygène pour produire de l'énergie. Et à ce moment-là, l'oxygène va arriver vers les muscles et diffuser à l'intérieur des muscles où il sera utilisé. Et donc la consommation d'oxygène est la résultante entre le transport et l'utilisation au niveau des muscles pour produire de l'énergie. Alors, vous travaillez dans des conditions extrêmes parfois, puisque vous travaillez à la fois sur des milieux très froids, mais aussi des milieux chauds. J'imagine que courir un 100 mètres à Dubaï, ça n'est pas la même chose que courir un 100 mètres à Helsinki. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut donc adapter la performance sportive au milieu dans lequel elle s'exerce, j'imagine. Et ça, c'est un des travaux, ça fait partie des travaux que vous menez avec votre laboratoire. Tout à fait. C'est là où on a vraiment l'intérêt de travailler en équipe, de travailler à plusieurs. C'est qu'on travaille avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, donc à Brétigny-sur-Orge, où c'est un institut des armées, où ils se sont dotés d'une chambre climatique. Donc c'est un progrès technologique qui nous permet vraiment de comprendre ce qu'on appelle l'acclimatation à la chaleur. Donc c'est-à-dire en fonction des conditions extrêmes de chaleur, d'humidité ou d'ambiance sec, de prendre en compte également le vent, etc. Donc effectivement, entre Helsinki et Dubaï, ce n'est pas du tout les mêmes conditions climatiques, mais on retrouve des problématiques similaires aux sportifs et des problématiques similaires aux militaires. Un sportif qui doit aller faire un match de rugby à 7 à Dubaï et un militaire qui doit aller en mission pour les armées en Afrique va se retrouver au problème de confronter d'acclimatation à la chaleur.
Alors pour ça, mes collègues travaillent ont mené des travaux de thèse sur cette acclimatation à la chaleur. Donc tout d'abord, l'exercice aérobie, un exercice d'endurance quand vous allez faire un footing de 45 minutes, 1 heure, vous allez transpirer, vous allez chauffer votre organisme et donc là, vous allez avoir une mini situation de chaleur où vous pouvez commencer à acclimater votre corps. Donc c'est vraiment, vous voyez, des séances de longue durée parce qu'un sprint de 100 mètres, on ne va pas avoir la même sollicitation thermique qu'un effort de longue durée. Donc on va commencer à acclimater le corps par des exercices aérobies. Ensuite, on a effectivement une acclimatation à la chaleur qui peut se faire grâce à des chambres climatiques et des chambres thermiques qu'on va retrouver maintenant à l'INSEP, à la Fédération française de rugby, se sont dotés de ces chambres climatiques, à l'IRBA aussi, pour adapter, pour que les athlètes et les militaires puissent s'adapter à la chaleur. C'est comme tenter de monter dans les Alpes avant d'aller faire une performance. Exactement, c'est exactement la même chose. On a des chambres hypoxiques, donc des chambres en altitude où on se retrouve avec la même pression partielle en oxygène que si on était à 1500 ou 2000 mètres d'altitude. Là, on va se retrouver avec les mêmes conditions climatiques. Donc, on va pouvoir faire des séances d'entraînement à la chaleur pour pouvoir s'adapter. Ensuite, quand vous allez arriver sur les pays chauds, on va dire, à ce moment-là, il ne faut surtout pas rester confiné dans sa chambre climatique. Il faut continuer d'aller faire des exercices d'endurance pour continuer à adapter le corps. Et là, mes collègues ont observé à ce moment-là une meilleure régulation thermique, c'est-à-dire une meilleure production de sueur, puisque la sueur, finalement, c'est un mécanisme qu'on appelle de thermolyse. Donc thermolyse, lyse pour dégradation, donc dégradation des hautes chaleurs, adaptation. Et donc à ce moment-là, en allant en pays chaud, ils conseillent de pouvoir faire des séances d'endurance, ou tout de suite de maintenir une séance d'endurance pour adapter les mécanismes de sueur, de perte de chaleur. Mais à ce moment-là, l'effet inverse, c'est que si vous avez une adaptation très rapide, une acclimatation à la chaleur, vous risquez une déshydratation. Donc il faut absolument adapter l'hydratation pour éviter une déshydratation. Donc hydratation, boire de l'eau suffisamment en quantité suffisante, mais quand vous transpirez, vous perdez aussi des minéraux. Donc une adaptation dite qualitative avec un apport de minéraux quand vous arrivez en ambiance chaude. Donc vous pouvez déjà préparer en amont avec des séances d'endurance qui sont des micro-situations de chaleur. Vous pouvez, pour les sportifs de haut niveau, les militaires, préparer avec des séances dans des chambres climatiques et puis ensuite maintenir une activité physique dès que vous arrivez en pays chaud. Est-ce qu'il y aurait, parce que le sport aujourd'hui est mondialisé, est-ce qu'on pourrait déterminer des écoles nationales de travail justement sur la performance? Est-ce qu'il y aurait une école, comme on a eu des écoles soviétiques dans les années 1950-1970, de préparation corporelle particulière, sans compter effectivement les dopages afférents, mais des écoles américaines? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire préparer un sportif, c'est la même chose aux États-Unis, au Chili, en Côte d'Ivoire, en Chine ou en France, ou est-ce que c'est différent? Il y a différentes approches justement de ces organismes par les centres de recherche et les gens qui travaillent sur cette question de la performance sportive. Alors, on a des thématiques communes. Et puis, il faut en avoir. Donc, sur la nutrition d'un athlète américain, d'un Américain ou d'un Anglais ne va peut-être pas être la même qu'un athlète français. Donc là, il peut y avoir des spécificités. Après, je ne suis pas entraîneur, donc c'est vraiment aussi aux entraîneurs. Non, mais même des chercheurs, des écoles de recherche, d'une certaine manière, qui travailleraient sur telle ou telle approche de l'organisme et tel ou tel type de performance à faire avancer. Oui, alors là, c'est plutôt après des problèmes éthiques. Ça veut dire que nous, en France, on va être capable, pour comprendre les adaptations à l'exercice, de faire une biopsie, mais ça va être au repos. Donc, vous voyez, en situation, on va à l'hôpital, on fait une biopsie au repos. Et puis, on fait 3 semaines, un mois d'entraînement, on revient, on peut refaire une biopsie au repos pour comprendre ce qui se passe. Il faut dire qu'il y a d'autres types de... Alors qu'on va dans d'autres pays, comme les pays scandinaves ou d'autres pays, les États-Unis, le Canada ou d'autres pays, eux vont pouvoir faire des biopsies musculaires immédiatement après l'exercice et avoir même jusqu'à 8 biopsies, alors que nous, vous voyez, on n'en fait qu'une. Donc, on n'a pas du tout la même compréhension. Ça veut dire que les organismes éthiques qui encadrent la recherche, par exemple, ont des approches différentes aussi, considèrent que la biopsie immédiatement après la performance ou au moment de la performance, c'est autorisé dans certains pays et pas dans d'autres. Alors, une biopsie chez l'enfant aussi. Il y avait des pays scandinaves qui faisaient également des biopsies chez les enfants de 11 mois pour comprendre l'évolution des fibres musculaires.
impossible de faire ça en France, vous voyez. Donc, après, dire qu'il y a des écoles ou pas, maintenant la recherche est tellement internationalisée que... Enfin, il y a des choses qui sont autorisées et d'autres qui ne voilà, sont pas. Voilà. Sonia Garel, vous vouliez réagir? Oui, mais c'est vrai que sur un plan éthique, et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Heureusement. Voilà, c'est ça. Il y a un fort cadre, légal, juridique, dans lequel l'ensemble des recherches en fait tombe. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, on va dire, encadré, légiféré Et positif d'une certaine manière. Oui. Je pense qu'on peut dire ça. Hein. On peut dire que c'est positif parce que c'est, comment dire, c'est avec une intention de protection des patients, des individus qui participent à ces études, dans le contexte des expérimentations et des modèles expérimentaux sur l'animal qui sont quand même assez essentiels pour pouvoir vraiment avancer dans la compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires pour pouvoir vraiment aller, on va dire, déterminer la causalité, essayer de chercher des molécules ou des facteurs qui peuvent influer sur certains aspects ou d'autres du métabolisme. C'est aussi, bien évidemment, extrêmement encadré et régulé au niveau éthique, au niveau du bien-être, au niveau de ce qui est possible et de ce qui n'est pas. Et donc, voilà, tout ce contexte-là qui va des individus sains, des sportifs, des patients, jusqu'aux animaux qui sont inclus dans les recherches, c'est effectivement extrêmement régulé. Ça l'est très fortement en France. Alors, on rentre dans un cadre européen, hein, bien sûr, mais par rapport à d'autres pays, et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet effectivement d'être dans des conditions éthiques pour nos recherches qui sont fondamentales. Et cela, c'est important. Et j'imagine que quand on est bercé dans la recherche française, justement, avec cette forte dimension éthique, on ne se pose pas la question de la limite maximale à laquelle on peut aller. On peut aller à une certaine limite maximale, mais on ne la dépassera jamais. Est-ce que cela, c'est quelque chose qui est important, même par rapport aux chercheurs qui participent à votre laboratoire, aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses qui se lancent dans ce type de recherche, puis de leur dire tout n'est pas possible dans ce domaine de la performance sportive? Oui, on a une énorme formation chez les jeunes, même dès le master, à l'intégrité de la recherche, au domaine éthique. Et c'est aussi pour nous le moyen de contourner. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire 15 biopsies après un exercice, on va essayer de chercher d'autres biomarqueurs. Puis il y a des évolutions aussi très récentes. Mes collègues, maintenant, on est capable d'aller en championnat, de travailler sur des réponses, même de patrimoine génétique, à partir d'un prélèvement de salive. Donc on peut suivre à l'entraînement, on peut suivre en compétition le stress neuro-endocrinien, tout simplement à partir d'un prélèvement de salive. Donc, ça veut dire qu'il y a une intelligence de la recherche, d'une certaine manière, qui se loge dans la possibilité ou l'impossibilité de faire certains actes. Non, c'est l'évolution aussi des connaissances, hein, des biomarqueurs au niveau, et puis des modélisations mathématiques, voilà, et puis comme le soulignait ma collègue aussi, de la prise en compte, d'essayer de remplacer au maximum l'utilisation de modèles expérimentaux, de pouvoir trouver d'autres biomarqueurs qui vont nous renseigner sur les adaptations à l'exercice. Alors là, c'est le domaine des sciences humaines, donc c'est un petit peu le mien, mais il y a tout de même quelque chose qu'il a fallu dépasser pour votre laboratoire et ceux et celles qui travaillent avec vous, c'est une certaine vision du corps de l'homme et du corps de la femme, de la manière dont on fait du sport quand on est un homme et quand on est une femme. Or, vous étiez, je ne dirais pas aveugle auparavant, mais quasiment aveugle, puisque la question du travail sur la performance sportive chez les femmes était quasiment inexistante. Inexistante. Et même moi-même, la première, en tant que chercheur, on se donnait comme critère, on s'auto-censurait en se disant il faut recruter pour faire nos recherches des hommes entre 18 et 35 ans. Il faut enlever tous les biais méthodologiques liés aux réponses hormonales. Voilà, ça c'était pendant 15 ans, on a fait de la recherche comme ça, et puis en séparant voilà, en se disant on recrute des hommes, on travaille sur les réponses chez les hommes.
Et puis une première étude, un jour on cherchait des athlètes entraînés en cyclisme, donc quand même une spécificité assez particulière parce que c'était vraiment pour faire des tests extrêmement intenses d'1 minute. Et puis s'est présentée une jeune fille qui était 4e au championnat du monde de BMX. On s'est dit pourquoi pas, on va l'intégrer. Alors à part sa vitesse de sprint, puisqu'elle avait des muscles qui étaient plus faibles qu'un homme, finalement elle a eu les mêmes réponses physiologiques et on l'a intégrée dans notre pool de sujets. C'est la première fois qu'on a intégré une fille. Et c'était quand ça, pour la première fois? 2012. Donc ça fait 12 ans que les filles sont intégrées. Donc une fille. Une fille. Et là, c'est le premier projet de thèse qu'on dirige, où on a recruté à la fois des filles et des garçons pour préparer les Jeux Olympiques sur 400 et 800 mètres, où on a vraiment mixé les athlètes, qu'on a pris des filles et des garçons, à la fois en championnat de France, en championnat national 1, pour travailler chez les athlètes qui préparent les Jeux, et puis travailler sur des modèles de nutrition, de réponse au stress, à la fois chez les hommes et chez les femmes. On parlait du rugby à 7 tout à l'heure. Notre première chose, on travaille chez les joueurs de l'équipe de France masculine. En 2021, les filles sont vice-championnes olympiques. Et donc, voilà, un nouveau sujet de recherche. Et donc, mes collègues du rugby, on a lancé une autre thèse CIFRE pour essayer de comprendre quelles étaient les réponses spécifiques aux femmes par rapport aux hommes, puisqu'en effet, la différence va être sur la masse musculaire. Chez les hommes, on va trouver des os qui sont plus longs, donc des leviers osseux, des gestes sportifs plus importants. On va trouver une augmentation de la masse musculaire liée à la testostérone, ok, mais après, on a un peu plus de graisse chez la femme. Et un autre travail qui nous a interpellés aussi, c'est avec la demande de la Fédération française d'aviron. On a travaillé avec eux dans l'optique des Jeux de 2024 et 2028, donc un projet sur le long terme. Et ils se posaient la question de l'entraînement chez les jeunes, en fonction des stades de puberté, des stades de croissance, avant, pendant ou après la puberté. Bien entendu, on se posait la question chez les garçons. Et les filles étaient les bras croisés et dire, et nous, qu'est-ce qu'on pourrait... Et donc on a lancé un deuxième projet de thèse qui a été soutenu l'année dernière et qui a montré les différences à la fois en termes de puberté, mais également en termes des réponses au sexe. Donc désolé messieurs, mais les femmes sont un peu moins sensibles à la douleur, à l'exercice que ces messieurs. Et sinon, après, au niveau métabolique, à part la masse musculaire qui était plus importante et donc qui permet de générer plus de puissance, on avait à partir de 14-15 ans, Et chez des filles qui sont entraînées à l'adolescence, finalement, on ne va pas avoir de différence fondamentale entre les filles et les garçons. Donc vraiment, jusqu'à l'âge de 11 ans, vous ne voyez pas de différence. Ça veut dire que la séparation genrée, pourrait-on dire, des épreuves, pourrait très facilement être dépassée avec un omnisport homme-femme jusqu'à cet âge-là, au minimum. Jusqu'à 11 ans, 12 ans, avant la puberté, les filles et les garçons ont les mêmes réponses. Après, c'est nous qui allons mettre aussi des stéréotypes j'allais dire, de genre, sur la différence entre les qualités supposées des uns et des autres. Exactement. Sur la Fédération française d'athlétisme s'était interrogée sur les résultats des filles, disons, ils sont un peu moins bons parce qu'elles vont être plus sécuriser leurs études par rapport aux garçons, vont prendre moins de risques. Puis en fait, ils ont fait des études et ils ont vu que les 25 premiers et les 25 premières avaient pris la même prise de risque en termes d'études là-dessus. La même étude réalisée sur la confiance en soi entre les équipes de France féminines et masculines de foot, le même questionnaire fait aux États-Unis. On voit qu'aux États-Unis, les joueurs et les joueuses, alors pas l'équipe de France, mais des équipes américaines, ont exactement le même niveau de confiance en soi. En France, les filles ont moins de confiance en elles que les garçons. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'il faut aussi Et on peut également interroger... Sur des différences culturelles, pour Culturelles, voilà. Et pareil, mes collègues travaillaient sur l'impact, s'interrogeaient sur justement l'impact les stéréotypes de genre. Ils travaillaient sur la question de la maternité. Et qui dit maternité dit femme. Et finalement, si on interroge sur la parentalité dans le parcours des athlètes de haut niveau, on inclut les hommes aussi. Sonia Garel, sur ce point, ou sur d'autres d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que de manière générale, dans les études en biologie, on a eu pendant très longtemps une idée reçue, un biais cognitif. Un biais cognitif. Voilà, qui était de considérer que finalement, dans les modèles expérimentaux, les femelles, chez les êtres humains, les femmes, que globalement, c'était des individus d'identité sexuelle, qui avaient une physiologie
d'un individu d'identité sexuelle mâle avec des hormones en plus qui allaient perturber les études. C'était vraiment une idée reçue, aussi bien pour les études en comportement en neurobiologie que pour pratiquement un grand nombre d'études, avec également aussi un biais, par exemple, dans les études où on va prendre préférentiellement des individus européens, avec très peu d'études sur une diversité, on va dire, de population dans le monde, etc. Donc on a l'idée qu'on a de la physiologie aujourd'hui est quand même biaisée par des années et des années... des décennies même. Voilà, des décennies d'études biaisées de cette manière, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça va même aussi sur des impacts sur la santé. Oui. On a un étudiant qui est parti, qui était formé en activité physique en STAPS, vraiment un chercheur en activité physique et qui maintenant est directeur d'une équipe de recherche à Bain State aux États-Unis et qui travaille dans une équipe de cancer pédiatrique. Vous allez me dire quel est le lien entre cancer pédiatrique et questionnement sur le genre. Et en fait, l'espérance de vie est nettement supérieure chez les garçons après les leucémies que chez les filles. Et en fait, ils ont essayé de travailler sur la compréhension, pourquoi l'espérance de vie chez les garçons, est-ce que c'était lié à des problèmes de réponse hormonale spécifiques. Et en fait, ce qui vraiment met en évidence, c'est que les garçons, on leur dit, allez, il faut que tu continues de bouger, il faut que tu ailles jouer avec les copains, il faut que tu ailles faire du foot, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles faire de l'activité physique. Oui, donc c'est une dimension culturelle là encore. Exactement, là encore. Et chez les filles, on leur dit non, tu es malade, il faut que tu restes à la maison, on les protège. Donc, vous voyez, là encore, l'activité physique peut avoir un bienfait sur l'organisme et sur la prise en charge de la thérapeutique et peut avoir des impacts jusqu'à là sur la thérapie et l'espérance de vie. Alors justement, votre laboratoire s'appelle le laboratoire de biologie d'exercice pour la performance et la santé. Moi, je m'intéresse à ce « et ». Qu'est-ce qui, justement, unifie la question de la performance d'un côté et la question de la santé? On pourrait se dire il y a la performance pour la performance, meilleure connaissance, justement, des organismes vivants. Voilà. Et de l'autre côté, la santé, c'est autre chose. En quoi, justement, l'ensemble fait un ensemble justement, de recherche avec des groupes de chercheurs qui travaillent ensemble. Ce qui nous a rapprochés quand on a construit ce laboratoire, justement, c'était cette dualité et aucun des chercheurs de l'unité ne voyait une séparation entre performance et santé. On travaille donc, nous, chez des sujets sains, chez des sujets sportifs, mais également chez des sujets militaires, voire des marathoniens diabétiques de type 1. Donc, tout un panel d'individus qui ont des réponses différentes. Et chez les athlètes de haut niveau, il faut être en bonne santé, parce que sinon, vous ne pouvez pas performer. Donc, c'est vraiment d'accompagner à travers des stratégies nutritionnelles d'entraînement, de sommeil, à travers des choses sur la santé, d'avoir un individu en bonne santé pour qu'il puisse être performant, à travers aussi les notions de stress. Donc, vraiment d'avoir un individu dans sa globalité en bonne santé pour pouvoir performer. Mais c'est également valable chez le militaire. Un militaire, il faut qu'il soit adapté, ou un sportif, adapté, on parlait tout à l'heure de la chaleur. Il existe ce qu'on appelle des coups de chaleur d'exercice, donc qui peuvent être même mortels. Et il faut que les militaires ou les sportifs soient capables d'être performants à la fois au niveau physique, au niveau cognitif, dans les prises de décision, et sans avoir de risque de coup de chaleur, donc d'acclimatation. Donc être en bonne santé et être performant. On parlait aussi de l'exemple du diabétique. Entre guillemets, il est malade, mais finalement, il veut avoir une bonne performance. Donc, là encore, avec les collègues de l'hôpital sud-francilien qui sont venus nous rejoindre dans l'équipe, donc le centre d'exploration et de traitement, d'intensification du traitement du diabète, ça a été une évidence de mettre ces deux mots côte à côte quand on a créé le laboratoire. Et le diabète de type 1, évidemment, n'est pas semblable au diabète de type 2, j'imagine. Et vous avez des travaux différenciés selon les deux? Alors, tout à fait. Mes collègues travaillent sur le diabète. Donc, diabète de type 1, pour rappel, c'est une maladie auto-immune avec une destruction du pancréas. Le pancréas n'est plus capable de produire de l'insuline. Quand vous mangez, vous augmentez votre taux de sucre dans le sang et aussitôt, votre pancréas libère de l'insuline pour réguler ce taux et revenir à un taux de glycémie normal. Donc, pour que le sucre puisse rentrer dans le foie et puis dans les muscles, le tissu adipeux. Donc, chez le diabétique de type 1, on est obligé d'apporter l'insuline de manière exogène, par des pompes à insuline. Et là, chez ces patients-là, mes collègues ont développé des pancréas artificiels grâce à l'intelligence artificielle. Ils étaient capables de prendre en charge la régulation de la glycémie au repos, à jeun, en réponse au repas, mais la prise en compte de l'activité physique était compliquée.
ils ne savaient pas faire. Et grâce au développement de l'intelligence artificielle, maintenant, le sujet diabétique de type 1 est capable d'aller activer 1 heure avant son activité physique sa dose d'insuline et de pouvoir réguler si oui ou non le pancréas va injecter de l'insuline ou au contraire, on va dire, indiquer au patient, prends du sucre pour pouvoir faire ton activité physique. Donc ça, c'est tout un des travaux de thèse qui ont été aussi réalisés par ma collègue Sylvia Franck, qui est médecin physiologiste de l'exercice chez le diabétique de type 1 pour pouvoir adapter donc, le pancréas artificiel aux besoins de l'activité physique et aux besoins en sucre du patient. Donc ça, ce sont des travaux chez le diabétique de type 1, on va dire maladie innée. Vous avez le diabétique de type 2, donc voilà, acquise, qui va plutôt avoir une insuline qui ne va pas être efficace. Et à ce moment-là, on travaille sur des projets de recherche en ce moment, sur essayer de comprendre, donc on sait les bienfaits de l'activité physique dans toutes les maladies dites de la sédentarité, et donc de travailler sur les bienfaits de l'activité physique et non pas de dire aux patients, il faut absolument que tu fasses tant d'activités, parce que si la personne n'a jamais fait de sport dans sa vie, c'est très compliqué de trouver les leviers motivationnels. Et donc là, maintenant, ils sont dans leur globalité, à essayer de renforcer l'activité physique dans sa globalité et de tester si en augmentant l'activité physique en général, c'est-à-dire plutôt que de marcher, de prendre l'escalator, vous allez marcher, plutôt de prendre la voiture, vous allez essayer de venir en vélo, de renforcer l'activité physique dans sa globalité pour que le patient adhère au programme de réentraînement. Et ils ont également développé un autre programme, c'est-à-dire est-ce que des parents qui sont diabétiques, est-ce qu'il peut y avoir un impact chez les enfants de parents diabétiques de type 2. Donc là, on est aussi sur des travaux et puis également sur des facteurs de risque prédictifs. Est-ce qu'à travers des équations sur lesquelles qui mêlent à la fois des réponses physiologiques, mais aussi génétiques ou d'autres types de réponses, de créer un facteur de risque et de déterminer si oui ou non le patient sera répondeur à l'activité physique. Alors, j'imagine qu'à partir de là, on peut aussi réfléchir, puisque les Jeux sont des Jeux olympiques et paralympiques, à la question justement des performances des sportifs paralympiques, en quoi justement les laboratoires comme les vôtres peuvent permettre de travailler justement sur ce type de performances qui sont peut-être différentes, je ne sais pas, des performances des athlètes olympiques. Alors, je vais rester dans mon couloir, je ne travaille pas sur le handicap. J'imagine. Voilà. Mais vous avez des relations, j'imagine, avec des laboratoires qui travaillent. Oui, parce que donc à l'université Paris-Saclay, on est maintenant regroupés entre plusieurs universités et complémentaires sur les thématiques de recherche, et c'est tout l'intérêt de travailler tous ensemble. Nous, on va travailler donc sur les aspects physiologiques, cellulaires, moléculaires, et puis mes collègues qui sont à 30 km à Orsay vont travailler sur l'impact de la biomécanique, du handicap, etc. Donc eux vont avoir une approche beaucoup plus globale sur ces aspects-là de handicap. Après, moi, ce que je peux revenir sur ces notions de handicap, c'est aussi sur la définition de la santé. Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé? Il y a une définition de 1948 définie par l'OMS qui dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et ça, après, ça a été repris par la Charte d'Ottawa qui dit que c'est la possibilité à chacun de réaliser un projet. Donc on est sur une dimension tout autre que... Plus holistique d'une certaine manière. Exactement, tout à fait. Sonia Garel. Et pour revenir sur la question du handicap, mais aussi sur la question d'avoir, on va dire, des projets adaptés en fonction du contexte diabétique, non diabétique, de certains handicaps, de différentes pathologies, d'un âge, de l'identité sexuelle, au-delà du genre. Moi, je me demandais, sur la performance sportive, des choses qu'on peut se demander, c'est finalement, est-ce qu'il y a une grande... La variabilité interindividuelle, qu'est-ce qu'on sait de la part de bases génétiques, d'entraînement, vous parliez de facteurs environnementaux, de chaleur, de conditions d'entraînement, etc. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de ça? Et finalement, dans quel contexte est-ce qu'on peut développer des programmes, on va dire, adaptés et voilà, et personnalisés. Tout à fait. Ce que beaucoup de salles de sport essayent de faire, avec nous qui ne sommes pas des sportifs olympiques. Oui, mais justement, les salles de sport... Oui, justement, voilà, c'est justement...
On voit bien la différence. On a ce qu'on appelle une susceptibilité individuelle. On est tous différents, on a tous un patrimoine génétique différent. Donc c'est vraiment non pas de se dire allez, on va tous faire la même séance d'entraînement. On parlait des adolescents tout à l'heure, entre le petit jeune qui a 13 ans et qui n'a pas fait sa croissance et celui qui a fait sa croissance. Vous voyez bien qu'on ne peut pas du tout lui proposer les mêmes types d'entraînement, on n'a pas la même chose. Oui, d'ailleurs, vous avez des propositions, vous prenez des gens du même âge, du même sexe, et vous voyez bien qu'effectivement, ce n'est pas la même performance pour les uns et pour les autres. Ce n'est pas parce qu'ils ont le même âge que ça donne le même résultat. Et ça, je peux vous dire, voilà, on peut le déterminer aussi très très simplement avec des outils. Vous mesurez l'enfant debout, vous mesurez l'enfant assis, donc la taille, le tronc. Vous prenez son poids, sa date de naissance et la date où vous faites le test. Et vous pouvez déterminer à 6 mois près où est-ce qu'il en est au niveau de sa croissance par rapport à la puberté, avant, après ou post-pubertaire. Donc ça, voilà, c'est l'individualisation. On va parler, nous, d'individualisation et de personnalisation de l'entraînement. Alors, on a une susceptibilité individuelle aux réponses à l'entraînement. 50% en gros va être lié à la génétique, mais après on va avoir des statuts dits répondeurs ou non répondeurs à l'entraînement. Donc on peut se dire, bah oui, on n'est pas répondeur à l'entraînement aérobie, à l'entraînement en endurance, mais en fait peut-être qu'on ne fait pas l'entraînement approprié. Peut-être que dans la salle de sport, je ne sais pas, on va vous donner un planning d'entraînement qui va être celui-ci et vous allez essayer de le respecter et finalement ce n'est pas celui qui vous convient mais qui conviendra à la personne à côté de vous. Et donc ça, c'est déterminant des répondeurs, non-répondeurs, a été interrogé par des chercheurs, cette question de la susceptibilité individuelle sur les répondeurs. Et ils ont comparé, certains travaux ont montré la comparaison entre différents types de contractions musculaires. Donc, ils ont comparé différents programmes d'entraînement, des programmes d'entraînement en endurance. Ils ont repris les mêmes sujets, ils ont évalué leur capacité et leur progrès à l'entraînement d'endurance. Ils ont laissé 3 mois de repos et puis ils leur ont dit maintenant on va voir quels sont vos progrès avec l'entraînement en circuit training, en résistance, en force. Et puis en fait ils se sont aperçus que pour les mêmes sujets, certains allaient progresser avec le programme d'entraînement puis d'autres allaient progresser plutôt avec le circuit training. Donc là on parlait d'activités contractiles qui étaient différentes et qui allaient permettre à des non-répondeurs, par exemple au programme d'entraînement d'endurance, de progresser avec un autre type d'entraînement. On parlait aussi de la notion d'intensité d'entraînement. Finalement, est-ce que, là encore, si on fait un footing le dimanche matin, est-ce que c'est suffisant ou pas? Donc, augmenter peut-être la fréquence d'entraînement. Et là encore, des chercheurs se sont interrogés sur des gens qui faisaient 2-3 séances d'activité physique, de sport par semaine. Et puis, chez certains, bien sûr, on voit des progrès dans leurs conditions physiques qu'on peut déterminer à partir, comme je vous parlais, de la condition physique, du transport et de l'utilisation, donc ce qu'on appelle la consommation d'oxygène, qui est pour nous un index de conditions physiques et de santé, et puis de niveau aussi pour les athlètes de haut niveau. Donc, vraiment avoir cet index de conditions physiques. Et puis, on voyait qu'avec 3 entraînements par semaine, certains progressaient et d'autres étaient non répondeurs à l'entraînement. Ils ont pris ces sujets non répondeurs aux 3 séances et puis ils leur ont rajouté 2 séances d'entraînement par semaine. Donc, ils sont passés à 5. Et puis, là encore, il y en a qui n'étaient pas répondeurs. Donc, ceux qui n'étaient pas répondeurs, ils ont encore augmenté la charge, le nombre de la fréquence d'entraînement, comme ça, jusqu'à 6 séances par semaine. Et au bout de 6 séances, 5-6 séances, tout le monde était devenu répondeur à l'entraînement. Donc, vous voyez, il y a aussi besoin de stimuli, donc de répéter les stimuli d'adaptation à l'entraînement pour pouvoir augmenter les adaptations à la fois, on parlait du transport, là je vous donne cet exemple-là, du transport de l'oxygène et au niveau des muscles. Donc ça, c'est aussi la prise en compte de la fréquence d'entraînement, mais après, ça peut être le type d'activité contractile, ça peut être l'intensité aussi d'exercice. Et donc, tous ces facteurs font que vous allez devenir obligatoirement répondeur. Et est-ce que la précocité de l'exercice sportif, par exemple, peut conduire à une performance sportive supérieure, ou est-ce que, disons, est-ce que l'organisme répond à une certaine durée dans le temps de l'exercice sportif, ou est-ce qu'on peut commencer beaucoup plus tard, par exemple, devenir un sportif sur le tard, est possible pour pouvoir avoir cette réponse Est-ce qu'il y a des périodes critiques? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'à mon âge, je veux me mettre à être sportif de haut niveau? Si je reprends l'exemple de la condition physique déterminée par la VO2 max, malheureusement, vous avez passé l'âge, moi aussi, vous aussi, puisque c'est jusqu'à 25 ans qu'on peut augmenter sa consommation d'oxygène maximale et après, elle va diminuer à partir de 30 ans de 1% par an, à partir de 50 de 2 à 3% par an. Donc, on ne va pas non plus être dans l'amélioration à nos âges, mais un maintien. Mais un maintien.
Voilà, donc après il y a ce qui est... Mais si les enfants commencent le sport à 5 ou 6 ans, par exemple, est-ce qu'ils ont plus de chances, selon leur capacité, effectivement, la capacité de leur organisme, à avoir plus de performance que ceux qui commenceront le sport à 7, 8 ou 9 ans, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Il y a aussi une maturation avec la croissance. Le système neuromusculaire va être vraiment performant qu'à partir de 9-10 ans. Donc, il y a vraiment favoriser l'activité motrice chez les jeunes. Après, ce qu'on peut voir, alors qu'on parlait voilà, de performance, de précocité, quand on regarde, c'est mes collègues qui ont fait cette analyse-là, et ça a été repris aussi dans le journal Le Monde, c'est qu'on retrouvait dans les académies, donc à partir de 14-15 ans, qui commencent à recruter des athlètes sportifs de haut niveau en devenir, que des jeunes qui étaient nés entre janvier et mars. Et puis les jeunes qui étaient nés en fin d'année, finalement, on ne les retrouvait pas dans ces académies, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas fait leur croissance. Et donc ils étaient, entre guillemets, en retard, ceux qui sont nés en novembre-décembre, par rapport à la norme. À la norme. Et vous voyez, là encore, on a un changement de mentalité, parce que c'est la première fois en mars 2024, donc mars 2024, hein, donc c'est très récent, que la Fédération française de ski a pris en compte cet âge biologique dans un classement de performance de compétition. Ils ont pris en compte en fonction de la prédiction de l'âge adulte. Et ils ont fait des classements, vous en êtes à 80%, 85, 90, 100% de votre taille adulte, pour faire un deuxième classement. Vous avez le classement général au ski, et ils ont fait ce classement à partir de l'âge biologique. Et ils se sont aperçus que le petit jeune qui était 31e au classement général va se retrouver premier dans sa catégorie. Et ça peut aussi avoir un impact dans la stimulation, dans les encouragements, dans la confiance en soi, dans la poursuite de la pratique sportive, qui est quand même aussi à 14 ans un âge charnière où on voit des jeunes qui décrochent, qui arrêtent l'importance des écrans, malheureusement, hein, qui prend un rôle sur la prépondérance de l'activité physique. Et donc, cette importance d'encourager les jeunes à pratiquer l'activité physique et à continuer. Et ça peut passer par ça, par cette prise en compte de l'âge biologique dans les sélections et dans les encouragements en compétition. Alors, on a entendu et on entend fréquemment, effectivement, qu'en particulier dans le domaine militaire, on parle d'un homme augmenté, d'un soldat augmenté. Est-ce que cette question-là, ce sont des questions que vous vous posez justement en tant que laboratoire, ou est-ce que ce sont des questions qui sont hors de votre champ, même si vous êtes financé en partie par les armées? Alors personnellement, on ne travaille pas dans ce champ-là, et tout ce qui est du domaine des exosquelettes, intelligence artificielle, il y a d'autres laboratoires qui travaillent dessus. Ouais, mais ça ne fait pas partie du cœur de votre... Non, ça ne fait pas partie. Nous, on est vraiment, voilà, ce qui nous a vraiment nous réunis, voilà, on a cet homme augmenté, cet homme dans sa globalité en termes de biomécanique. Et nous, ce qui nous rapproche au sein de notre laboratoire, c'est vraiment les aspects physiologiques de compréhension, avoir une approche translationnelle de l'homme en mouvement, passant par les réponses cardio-respiratoires, musculaires, cellulaires, moléculaires. Donc on est voilà, sur une complémentarité, mais on n'est pas sur les exosquelettes ou l'homme augmenté. Sonia, vous voulez... Sur l'homme augmenté? Non, ou la sur... femme augmentée? Le soldat augmenté, là. Voilà. Alors, je suis encore moins compétente. Non, mais peut-être sur d'autres questions. Non, c'est vrai que, alors, dans ce domaine-là, il y a eu effectivement des petites révolutions sur les prothèses, le développement on va dire, de prothèses aussi en lien avec la neuroplasticité qui se développe énormément, qui sont efficaces dans le domaine du sport. Moi, je connais un petit peu plus des choses qui sont dans le domaine de la réhabilitation, on va dire. Et donc là, peut-être qu'on pourrait replacer ça dans le contexte de qu'est-ce qu'on appelle une performance sportive. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre des Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'à chacun sa performance, dit la personne qui n'est pas athlète. Oui. Et je pense que dans certains cas aussi de récupération par rapport à des pathologies ou à des lésions, il y a tout un contexte aussi de récupération et de réhabilitation, où là aussi, justement, la compréhension de la physiologie, des réactions, on va dire de tout ce qui est de l'ordre du métabolisme, de la remise en place d'un métabolisme, etc., peut être effectivement extrêmement important. Donc tous les aspects qui sont en lien avec le développement, on va dire, des approches de prosthétique, de liens, on va dire aussi de connexion, d'interface neuroplastique avec ces prothèses est effectivement très important.
Effectivement, là, on sort un peu du cadre de la biologie de la performance sportive. Mais il y a des aspects plus physiologiques qui peuvent être très importants dans ce contexte-là. Sur ce point, Claire Thomas-Junius. Oui, pour avoir la meilleure performance possible, il faut savoir quel sport on cible et adapter au maximum. Et il faut vraiment adapter les entraînements, les différents types d'entraînements. Si vous voulez être fort en endurance, si vous voulez être fort en production de force, si vous voulez être fort, on parlait du 400 mètres, on va avoir des entraînements qui vont être complètement différents. Vous allez faire un trail, vous allez faire des descentes, vous allez courir en descente, vous allez avoir des douleurs pas possibles si vous n'avez jamais fait d'entraînement spécifique pour préparer votre corps à l'entraînement, puisque vous allez induire des dommages musculaires. Et mes collègues ont travaillé également sur la prise en compte de différents types d'exercices qui peuvent renforcer et permettre d'améliorer la force musculaire et d'éviter les dommages musculaires en travaillant sur ce qu'on appelle l'exercice, donc je vous donne un exemple, un exercice excentrique. Vous en faites tous les jours d'exercices excentriques. L'excentrique, c'est que vous allez allonger le muscle et le contracter lorsqu'il est allongé. Et donc, vous descendez les escaliers, vous avez une contraction excentrique. Et en fait, répéter ces contractions excentriques, si c'est la première fois que vous en faites, vous allez induire des dommages musculaires. Et donc, mes collègues ont travaillé alors, dans le champ du sport, mais également dans le champ des militaires, sur des exercices de 45 minutes en descente. Fatigue énorme, dommages musculaires, lésions, perte de force, voilà, fatigue totale. C'était la première fois qu'ils faisaient ça. Ils ont recommencé 15 jours après. 15 jours après, vous me dites, oula, c'est pas beaucoup. Amélioration de la force, pas de dommages musculaires et diminution de la fatigue. Il y a eu ce qu'on appelle un effet protecteur de l'exercice qui a permis, grâce à des adaptations au niveau cellulaire, moléculaire, de pouvoir prévenir, d'augmenter la force musculaire et donc d'être prêt pour la performance en excentrique. Donc quand vous intégrez tout ça dans un programme d'entraînement, vous allez potentialiser les adaptations. Il y a une question qui taraude un peu les instances olympiques, et on le sait, c'est la question des athlètes trans. C'est-à-dire sur cette capacité qu'il y aurait à passer d'une catégorie homme à la catégorie femme, ou inverse. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Parce que c'est une question qui travaille beaucoup les instances, les fédérations réfléchissent à ces questions-là. Est-ce qu'on peut faire sur un même terrain ou sur une même piste courir des athlètes trans, male to female ou female to male, avec des athlètes qui ne sont pas trans? Et est-ce que ces questions-là sont des questions intéressantes pour la chercheuse que vous êtes ou pour le laboratoire que vous représentez? Est-ce que ce sont des questions qu'on se pose? Non. Voilà, on a tellement de champs de recherche à traiter que, effectivement, c'est une question extrêmement intéressante. Puisque ça pose cette question. Ça pose cette question justement des adaptations à l'entraînement, de relations aussi hommes-femmes et de ces athlètes trans et justement de leur impact au niveau performance. Malheureusement, on ne peut pas tout traiter. Voilà, vous n'avez pas eu de demande de la part de la fédération particulière? Non, pas pour l'instant. Mais ça pourrait. Ça pourrait tout à fait venir. Et après, il y en a pas non plus beaucoup dans chaque compétition. Est-ce qu'il y a des questions, nous sommes là depuis 1 heure, des questions que vous vous posez à l'écoute de cette discussion entre Sonia Garel et Claire Thomas-Junius sur la question de la performance sportive? Je vois une main qui se lève ici, on va vous faire passer un micro.